Bienvenue à tous dans Économie de Max sur i24 News. Au sommaire de cette édition, la crise irakienne et ce paradoxe. Bagdad abrite les 4e réserves de pétrole de la planète, mais la lutte acharnée autour de la raffinerie de Baïdji provoque des pénuries d'essence dans la région nord. Épargné par les combats, le Kurdistan irakien est à sec sur le plan énergétique. L'économiste Thomas Porcher sera en ligne avec nous. Et puis les revers d'une success story, Uber a revisité le marché du transport à la personne. Dans 39 pays, la société met à disposition des voitures de tourisme avec chauffeur. Sa valorisation atteint les 17 milliards de dollars, mais les nouveaux standards qu'elle impose aux chauffeurs font polémique. L'exemple en Californie dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et pour commencer, le tour du monde de l'actu économique avec cet avertissement d'abord, celui de la Banque des règlements internationaux. Elle est considérée comme la banque centrale des banques centrales. Alors dans son rapport annuel publié hier, elle pointe du doigt la déconnexion déconcertante entre la hausse des marchés financiers et les bases de l'économie mondiale. Pour la BRI, les marchés sont euphoriques et font la course au rendement, mais les investissements dans l'économie réelle restent faibles et surtout les perspectives macroéconomiques et géopolitiques sont hautement incertaines. Et il est vrai que Wall Street bat des records historiques, on le sait, malgré l'instabilité en Irak, en Ukraine, malgré la croissance décevante en Amérique, en Chine, en Europe. Et puis l'endettement des États est perçu par la BRI comme un frein à la relance, un endettement qui serait aggravé par les politiques de taux bas adoptées par les banques centrales. Et en parlant de taux bas, ils sont partis pour le rester en Europe puisque l'inflation est toujours désespérément faible au sein de la zone euro, 0,5% en rythme annuel pour le mois de juin, le niveau le plus bas depuis la crise financière de 2008. Les chiffres d'Eurostat sont tombés en fin de matinée. Ils devraient pousser la BCE jeudi à opter pour le statu quo après les mesures de soutien mises en place au début du mois. On est loin toujours de l'objectif de 2%. D'ailleurs, les prévisions d'inflation ont été revues à la baisse pour cette année, 0,7% contre 1% annoncé en mars. Le risque d'une déflation reste toujours d'actualité en Europe. Et en France, rien de très rassurant du côté de la dette publique. Elle se rapproche désormais de la barre des 2000 milliards d'euros, 1985,9 milliards très exactement à la fin du mois de mars, d'après les chiffres de l'INSEE publiés ce lundi, plus 45 milliards et demi d'euros au premier trimestre. C'est l'État qui a contribué quasi exclusivement. Alors la dette atteint 93,6% du PIB, un ratio en hausse de 1,8 points. Un premier anniversaire en demi-teinte, celui de l'entrée de la Croatie au sein de l'Union européenne. Et Zagreb a entamé sa 6e année consécutive de récession, moins 2,5% en moyenne par an depuis 2009. Et les réformes économiques se font toujours attendre dans un pays qui s'appuie essentiellement sur les recettes touristiques. La Croatie et ses 4 millions d'habitants est aujourd'hui le 2e pays le plus pauvre de l'Union en termes de PIB par habitant, derrière la Bulgarie. En bref, en Asie, les chiffres de la production industrielle au Japon, ils sont encourageants, plus 0,5% en mai sur un mois pour la 3e économie mondiale. Un petit rebond après le recul de 2,8% en avril. D'après le ministère de l'Industrie, c'est l'automobile et l'électronique notamment qui ont porté ces résultats. Et puis un détour par Haïti où l'ancien président américain Bill Clinton a visité hier un entrepôt d'arachides. Le site fait partie d'un réseau destiné à améliorer les conditions de 12 000 fermiers locaux. Fournir un marché, une formation, du matériel, telle est l'ambition de l'ancien patron de la Maison-Blanche qui était accompagné de l'homme d'affaires et philanthrope canadien Frank Giustra. Si les enfants sont faibles et tombent malades, les médicaments sont parfois insuffisants. Ça ne nourrit pas leur corps. Les arachides sont une sorte de nourriture miracle pour les enfants partout dans le monde. Et à Haïti, nous pensons qu'il pourrait y avoir des dizaines de milliers d'agriculteurs. Et les familles pourraient envoyer leurs enfants à l'école pour la première fois, en prenant soin de leur famille et de leur santé, tout en répondant aux besoins nutritionnels de leur pays. Allez, on fait cap vers le Kurdistan irakien. Cette région autonome du nord de l'Irak reste à l'écart des combats et des attaques des djihadistes. Mais le contre-coup du conflit actuel se fait sentir au niveau de l'activité économique. En temps normal, un tiers de la consommation d'essence de cette région provient de la raffinerie de Baïdji. Or, celle-ci a fait l'objet ces derniers jours d'une lutte acharnée entre l'EIL et les forces irakiennes. La pénurie se fait déjà sentir, la colère aussi. Anthony Lesme. Le Kurdistan en panne sèche. Région d'Irak relativement épargnée par la rébellion djihadiste,
La guerre a cependant épuisé le ravitaillement des stations-service. Cette crise a commencé il y a une semaine. Une semaine entière sans carburant. Les stations d'essence ne sont pas toutes ouvertes. Seules quelques stations d'essence sont ouvertes et d'autres sont fermées. La pénurie a commencé peu après le lancement le 9 juin d'une offensive d'insurgés sunnites. S'en est suivi la fermeture de la plus grosse raffinerie du pays, à Baïdji, reprise depuis le 25 juin par les forces gouvernementales. Au-delà de la crise, cette pénurie est un parfait exemple des problèmes d'offre et de demande au Kurdistan. La région du Kurdistan n'est pas entièrement autosuffisante en produits raffinés comme l'essence. La région produit environ 60% de sa propre demande, mais 40% provenaient de Baïdji. Mais la raffinerie s'est arrêtée le 16 juin. Ce ravitaillement ne reprendra pas de sitôt car la région est disputée par les insurgés. Le gouvernement kurde a limité à 30 litres tout achat de carburant. Cela n'a pas suffi à empêcher les habitants de remplir leurs réservoirs pour aller revendre l'essence un peu plus loin. Le marché noir a donc explosé, les prix multipliés par 4. La seule solution pour le gouvernement du Kurdistan est l'importation. Il peut importer de la Turquie ou de l'Est, les Stans, Tadjikistan, le Turkménistan et probablement l'Azerbaïdjan. Mais ça dépend de la question des prix. Le Kurdistan vend l'essence en détail à des prix très très faibles, environ la moitié de ce que les Turcs vendent en gros, de sorte que ce serait une chose difficile à accepter financièrement. Qu'ils aient les moyens ou non, les Kurdes irakiens ne cachent pas leur colère. Certains la dirigent contre les autorités régionales, les accusant de n'avoir pas constitué de réserves suffisantes. D'autres pointent du doigt Bagdad, qui selon eux retient l'essence d'autres parties du pays. Voilà en tout cas des pénuries d'essence dans un pays qui concentre, on le rappelle, plus de 11% des réserves mondiales de pétrole. Alors pour en parler, Thomas Porcher est en ligne avec nous depuis Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en économie à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et spécialiste du pétrole. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le mirage du gaz de schiste, paru chez Max Milo. Alors d'abord, est-ce que vous croyez, comme l'affirment certains au Kurdistan, on l'a vu dans le reportage, que les autorités à Bagdad retiendraient l'essence volontairement, privant du coup cette population kurde ? Écoutez, je pense pas. Enfin, bon, quand on voit que le Kurdistan c'est pas autonome sur les produits raffinés, normalement ils produisent pour eux-mêmes 50 à 60% de leurs besoins et puis le reste ils l'importent de la raffinerie de Baïdji. Or la raffinerie de Baïdji a subi de nombreuses attaques ces derniers jours et donc elle ne fonctionne plus. Donc moi je pense que la pénurie du Kurdistan est d'abord due à cette raffinerie qui ne fonctionne pas bien et donc qui les prive d'une partie de leur essence. Et puis après de l'autre côté vous avez des phénomènes de panique qui amènent les gens à faire des pleins de réserves, etc. et donc qui augmentent ou accélèrent la pénurie. Donc il y a déjà quelque chose de structurel que l'on voit avant même de penser qu'il y a le gouvernement irakien qui empêche les exportations vers le Kurdistan. Et quelle solution d'après vous les Kurdes pourraient avoir recours à l'importation depuis l'étranger d'après vous ? Alors, il y a une possibilité qui a été mise en place pour importer depuis la Turquie de l'essence. Le problème, c'est que l'essence en Turquie n'a pas le même prix que l'essence en Irak qui sort d'une raffinerie. Et donc, l'essence pourrait être plus chère. Donc là, il y aurait un autre problème, c'est que ferait le Kurdistan ? Est-ce qu'il subventionnerait l'essence pour le rendre moins cher ? Ou est-ce qu'il laisserait une essence plus chère, mais qui pourrait augmenter le risque pour les populations de mécontentement. Et selon vous, cette crise autour du pétrole, elle accroît aujourd'hui la menace d'une partition de l'Irak ? Est-ce que les Kurdes vont affirmer de plus en plus leur indépendance avec le pétrole comme principal financement forcément ? Ah bah oui, complètement. Jusqu'à aujourd'hui, ils devaient passer par un pipeline qui les reliait au sud pour exporter le pétrole vers l'étranger. Ils ont créé leur propre pipeline. Ça les intéresserait, je pense, pour eux d'être complètement indépendants et de récolter les royalties du pétrole. Parce qu'aujourd'hui, les royalties sont centralisées quand même sur le gouvernement irakien qui les repartage dans tout le pays. Donc eux, ça les arrangerait. C'est une petite région de récupérer tout, justement, les redevances liées à leur production de pétrole, clairement. Et le problème aujourd'hui, c'est aussi le manque, vous l'avez dit, de raffinerie. Est-ce que ça pourrait couper court à ces ambitions kurdes ? Écoutez, le manque de raffinerie, je pense qu'ils avaient des raffineries idéales pour la consommation qu'ils avaient avant que cette raffinerie qui représente un quart des capacités de raffinage soit arrêtée. C'est comme si en France on avait 2 raffineries qui ne fonctionnaient plus, et ben vous auriez tout de suite des pénuries pour certaines régions. C'est exactement ce qui se passe là-bas en ce moment. Et en quelques mots, en imaginant que les infrastructures suivent, est-ce qu'il y aurait une place pour le pétrole kurde sur le marché mondial de l'or noir en contournant peut-être l'OPEP ?
tout pétrole supplémentaire sur le marché est bon à prendre aujourd'hui parce que c'est un marché qui est sous tension, on a l'offre qui est égale à la demande, donc n'importe quel baril de pétrole en plus supplémentaire que l'on ajouterait sur le marché sont bons à prendre. Après, rien n'indique que ça augmenterait le nombre de barils de pétrole, sauf que ça, au lieu que les royalties reviennent à l'Irak, cette fois-ci ils reviendraient directement au Kurdistan. Mais la production du Kurdistan était déjà mise en production sur le marché du pétrole au niveau international. Merci beaucoup Thomas Porcher pour toutes ces explications. Merci. Allez, deuxième dossier du jour, c'est l'histoire d'une start-up à l'ascension fulgurante qui s'est mise à dos une profession entière. Aux quatre coins de la planète, Uber provoque la fureur des chauffeurs de taxi. Cette application permet à vous et moi de bénéficier d'une voiture avec chauffeur à des tarifs très compétitifs. Mais aujourd'hui, la société s'attire aussi les foudres de ses propres chauffeurs. Il critique notamment les nouveaux standards imposés par Uber. Illustration en Californie, Anthony Lesme, Daniel Roth. Nous cliquons sur le bouton et Uber me montre tous les chauffeurs près de moi disponibles. L'univers du taxi a pris le virage du numérique en 2009. Uber Technologies a développé une application qui relie chauffeurs et usagers. Le service permet de localiser, via son téléphone mobile, les véhicules les plus proches et de les réserver. La faiblesse des rémunérations attribuées par Uber a provoqué la colère d'un nombre croissant de conducteurs. Ils ont d'ailleurs manifesté devant les bureaux de l'entreprise à Santa Monica la semaine dernière. Une contestation planétaire puisque Uber est présent dans 39 pays. Je veux dire que si vous êtes au volant de ce genre de Mercedes, la S550, et que vous touchez 1,50$ du kilomètre, vous avez à peine comme chauffeur le salaire minimum. Et vous aurez donc du mal à rembourser le prêt de cette voiture. Selon moi et ma vieille expérience, j'ai plus de 25 ans de conduite à Los Angeles. Je n'ai jamais vu une entreprise comme celle-là. C'est incroyable, c'est la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue. Uber a attiré les foudres des chauffeurs californiens parce qu'ils ont mis subitement en place de nouvelles règles, notamment l'obligation de conduire des voitures fabriquées après 2010, afin, selon la compagnie, de se conformer au standing de luxe des Uber Black, ou sinon de passer à la catégorie inférieure, le service Uber X, moins cher et donc moins rémunérateur. Les chauffeurs considèrent que leur contribution est au cœur de la croissance de l'entreprise, passant ainsi d'une petite start-up à une entreprise d'une valeur de 18 milliards de dollars. Les chauffeurs affirment que le modèle ne laisse pas de place pour un salaire décent et dans le même temps, Uber maintient qu'ils ne sont pas leurs employeurs et ne devraient donc pas se soucier d'eux. Tous ces chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants. Nous n'employons aucun chauffeur. Ils souscrivent à notre plateforme. Nous les accueillons et les invitons à utiliser la plateforme autant ou aussi peu qu'ils le souhaitent. Certaines personnes l'utilisent comme un moyen de compléter leurs revenus. La start-up est présente maintenant sur les 6 continents et 140 villes. Les chauffeurs de taxi de Washington, Londres, Madrid, Rome et ailleurs en Europe sont descendus dans les rues en bloquant la circulation pour protester contre ce nouveau modèle de transport. À Paris, les voitures de tourisme avec chauffeur, les VTC, ont été particulièrement critiquées par les chauffeurs de taxi. En cause le non-paiement d'une licence par ces nouveaux chauffeurs et un manque à gagner certain pour les taxis, surtout en ces temps de crise. Voilà une position délicate pour Uber à la frontière entre mandataires et employeurs. Et on passe au Media Watch. La revue de presse avec une autre success story en marche, celle du fabricant de caméras embarquées GoPro, en quête peut-être de sensations fortes sur le marché financier. Laura Duhamel est avec nous. Bonjour Laura. Bonjour David. Alors on parle déjà d'une nouvelle étoile pour le Nasdaq. Exactement, car la grande nouvelle sur les marchés la semaine dernière, c'était l'annonce par GoPro de son introduction en bourse. Et cette semaine, eh bien, le succès ne s'est pas démenti, car l'action du fabricant de caméras a gagné pas moins de 50%. Alors GoPro, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est ces petites caméras portatives à haute résolution. Elles font le bonheur des amateurs de sport extrême qui postent ensuite leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Et c'est ce marketing viral qui a assuré le succès de la société GoPro en 10 ans. Les GoPro sont devenues les caméras les plus vendues du marché avec près de 10 millions d'exemplaires écoulés. Et en 2013, eh bien, la société avait enregistré une croissance de 87% par rapport à 2012. Les Français en sont d'ailleurs très friands. L'Hexagone est le deuxième marché de GoPro après les États-Unis. Donc jeudi dernier, c'était le grand saut, le grand frisson.
pour GoPro. Voilà, alors jeudi dernier, GoPro a fait son entrée officielle sur le Nasdaq sous les initiales GPRO. Le prix était alors fixé à $24 et il a atteint vendredi dernier à la clôture de la bourse 35,76 $, un cours qui valorise l'entreprise à 4,4 milliards de dollars. Pari plus que réussi donc. C'est pas mal. Alors Laura, on poursuit avec Google qui se retrouve dans le collimateur du ministère allemand de la Justice. Exactement. Alors regardez ce titre du Télégraphe qui reprend une citation du ministre de la Justice allemand. Briser Google s'il abuse de sa situation dominante. Alors cette déclaration est signée Heiko Maas. Elle a provoqué une onde de choc et pourtant elle n'est pas si folle. Le ministre allemand compare la situation de Google à n'importe quelle autre situation de monopole. N'importe quelle entreprise qui, comme Google, dominerait le marché à hauteur de 95% et en abuserait, eh bien, verrait cette situation brisée par les autorités politiques ou économiques. Google ne fait pas l'unanimité du côté de Berlin. Pas du tout, et cette affaire a d'ailleurs un précédent. C'était d'ailleurs il y a 2 mois au tour de Matthias Döpfner de dénoncer la situation du géant de l'Internet. Alors il a écrit une lettre ouverte à Eric Schmidt, le patron de Google. La lettre s'intitule « Why we fear Google ?» Pourquoi nous avons peur de Google. Elle dénonce la dépendance de tous, sociétés comme individuels, aux moteurs de recherche et il conclut sa lettre par un fait avéré. Historiquement, les monopoles n'ont jamais duré. Merci beaucoup Laura et à très bientôt. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News. L'affaire BNP Paribas notamment sera au programme avec cette amende historique qui se profile. Et puis on parlera de l'Afrique et en particulier du Bénin et du Gabon. Restez avec nous, l'info continue.